L'administration d'Adam à Éden et autour d'Éden d'après le livre d'Urantia. L'administration d'Adam. Pendant près de 7 ans après l'arrivée d'Adam, les administrateurs provisoires Melchizedek restèrent à leur poste, mais le moment finit par arriver où ils transmirent l'administration des affaires du monde à Adam et retournèrent à Jérusalem. Les adieux des administrateurs provisoires occupèrent toute une journée. Au cours de la soirée, les Melchizedek donnèrent individuellement leurs derniers conseils à Adam et Ève et leur offrirent leurs meilleurs vœux. Adam avait plusieurs fois demandé à ses conseillers de rester sur terre avec lui, mais ces requêtes avaient toujours été rejetées. Le moment était venu où les fils matériels devaient assumer la pleine responsabilité de la conduite des affaires du monde. Donc, à minuit, les transports séraphiques de Satania quittèrent la planète avec 14 êtres à destination de Jérusalem, car le transfert de Van et d'Amadon eut lieu en même temps que le départ des 12 Melchizedek. Pendant des âges, Adam et Ève avaient été instruits dans la technique d'amélioration d'un monde prêt à recevoir leur contribution spécialisée à l'avancement de la civilisation évolutionnaire. Mais, maintenant, ils se trouvaient en face de problèmes urgents tels que l'établissement de la loi et de l'ordre dans un monde de sauvages, de barbares et d'êtres humains à demi civilisés. À part l'élite de la population terrestre rassemblée dans le jardin, seuls de rares groupes, ça et là, semblaient quelque peu susceptibles de recevoir la culture adamique. Adam avait déjà mis en œuvre, dans Éden, un système de contrôle collectif et avait fédéré tous les groupes en une ligue édénique. Mais des troubles graves, eurent lieu quand il sortit du jardin et chercha à appliquer ses idées aux tribus extérieures. Dès qu'Adam et ses associés cherchèrent à travailler hors du jardin, ils se heurtèrent à la résistance directe et bien organisée de Caligastia et de Daligastia. Le prince déchu avait été déposé comme souverain du monde, mais n'avait pas été retiré de la planète. Il était toujours présent sur Terre et capable, au moins dans une certaine mesure, de résister à tous les plans d'Adam pour réhabiliter la société humaine. La vie familiale d'Adam et d'Ève. Le terrain du foyer d'Adam couvrait 1300 hectares. Aux alentours immédiats de ce domaine, des dispositions avaient été prises pour pouvoir loger plus de 300 000 de descendants d'hérédité pure, mais on ne construisit jamais que la première unité des bâtiments projetés. Avant que la famille adamique eût grandi au-delà de cette réserve initiale, tout le plan édénique avait été bouleversé et le jardin, évacué. Adamson fut le premier-né de la race violette sur Urantia, suivi d'une sœur puis d'Evanson, le second fils d'Adam et Ève. Avant le départ des Melchizedek, Ève était mère de 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Quand les enfants adamiques cessaient de se nourrir au sein de leur mère, à l'âge d'1 an, ils ne buvaient pas de lait d'animaux. Ève pouvait se procurer le lait d'une grande variété de noix et le jus de nombreux fruits. Connaissant parfaitement la chimie et l'énergie de ces aliments, elle les combinait pour nourrir ses enfants jusqu'à l'apparition de leurs dents. La cuisson était universellement employée en dehors du secteur adamique proprement dit d'Éden, mais on ne cuisait rien au foyer d'Adam. Les membres de sa famille trouvaient leur nourriture, des fruits, des noix et des céréales toutes prêtes à mesure qu'elles mûrissaient. Ils mangeaient une fois par jour, un peu après midi. Adam et Ève absorbaient aussi de la lumière et de l'énergie directement à partir de certaines énergies spatiales en conjonction avec le soutien de l'arbre de vie. Le corps d'Adam et Ève émettait une lumière diffuse, mais ils s'habillaient toujours conformément aux coutumes de leurs associés. Ils étaient très légèrement vêtus dans la journée, mais s'enveloppaient, le soir, dans des couvertures. L'origine du halo traditionnel autour de la tête des gens supposés pieux et saints date du temps d'Adam et Ève. Les émanations lumineuses de leur corps étant presque totalement obscurcies par leurs vêtements, seule la lueur émanant de leur tête était perceptible. Les descendants d'Adamson décrivirent toujours de la sorte leur concept des individus dont le développement spirituel était supposé extraordinaire. Adam et Ève pouvaient communiquer, l'un avec l'autre et avec leurs enfants au premier degré, à une distance d'environ 80 km. Cet échange de pensées s'effectuait au moyen des délicats alvéoles à gaz situés à proximité étroite de leur structure cervicale. Par ce mécanisme, ils pouvaient envoyer et recevoir des vibrations de pensée. Les enfants adamiques fréquentaient leurs propres écoles jusqu'à l'âge de 16 ans, et les aînés donnaient des leçons aux cadets. Les petits changeaient d'activité toutes les 30 minutes,
et les plus grands, toutes les heures. Ce fut certainement un spectacle nouveau sur Urantia de voir les enfants d'Adam et d'Ève déployer une activité joyeuse et vivifiante pour le seul plaisir de jouer. Les jeux et l'humour des races modernes proviennent en grande partie de la souche adamique. Tous les adamites appréciaient beaucoup la musique et avaient aussi un sens aigu de l'humour. L'âge moyen des fiançailles était de 18 ans, et les jeunes gens suivaient alors un cours d'instruction de 2 ans pour se préparer à assumer les responsabilités conjugales. À 20 ans, ils avaient le droit de se marier. Après le mariage, ils commençaient le travail de leur vie, ou une préparation spéciale à cet effet. La pratique ultérieure de certaines nations de permettre aux familles royales, qui prétendaient descendre des dieux, les mariages entre frères et sœurs, date des traditions des descendants d'Adam, qui étaient bien obligés de se marier entre eux. Adam et Ève officiaient toujours lors des cérémonies de mariage de la première et de la seconde génération du jardin. La vie dans le jardin. À part les 4 années où ils fréquentaient les écoles de l'Ouest, les enfants d'Adam vivaient et travaillaient à l'Est d'Éden. Jusqu'à l'âge de 16 ans, ils recevaient une éducation intellectuelle conforme aux méthodes des écoles de Jérusalem. De 16 à 20 ans, ils s'instruisaient dans les écoles d'Urantia, à l'autre extrémité du jardin, où ils servaient aussi de professeurs pour les classes inférieures. Le système des écoles occidentales du jardin avait pour but essentiel la vie sociale. Les récréations matinales étaient consacrées à la pratique de l'horticulture et de l'agriculture, et celles de l'après-midi, à des jeux de compétition. Les soirées étaient employées à des rapports sociaux, et à l'entretien d'amitié personnelle. L'éducation religieuse et sexuelle était considérée comme relevant du foyer, comme le devoir des parents. Les écoles, ayant fait toutes les activités du jardin, étaient toujours ouvertes aux visiteurs. Les observateurs non armés étaient largement admis à Éden pour de courtes visites. Pour séjourner dans le jardin, un Urantien devait être adopté. On l'instruisait du plan et du dessein de l'effusion adamique. Il notifiait son intention d'adhérer à cette mission, et proclamait ensuite sa fidélité à la règle sociale d'Adam et à la souveraineté spirituelle du Père universel. La pratique des jeux, de l'humour et des substituts sous forme de compétition pouvant remplacer les batailles physiques étaient de règle à Éden. Les lois du jardin étaient basées sur les anciens codes de Dalmatia et promulguées sous cet titre. 1. Les lois de santé et d'hygiène. 2. Les règles sociales du jardin. 3. Le code des échanges et du commerce. 4. Les lois de la bonne foi et de la concurrence. 5. Les lois de la vie familiale. 6. Le code civil de la règle d'or. Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. 7. Les 7 commandements de la loi suprême. La loi morale d'Éden était peu différente des 7 commandements de Dalmatia, mais les Adamites enseignaient nombre de raisons supplémentaires pour les justifier. Par exemple, au sujet de l'injonction contre le meurtre, la présence intérieure de l'ajusteur de pensée était donnée comme un motif additionnel pour ne pas détruire la vie humaine. On enseignait que quiconque verse le sang de l'homme par l'homme aura son propre sang versé, car Dieu a fait l'homme à son image. L'heure d'Éden pour le culte public était midi. Le coucher du soleil était l'heure du culte familial. Adam fit de son mieux pour décourager l'emploi de prières toutes faites, enseignant qu'une prière efficace doit être entièrement individuelle, qu'elle doit représenter le désir de l'âme. Mais les édénistes continuèrent à employer les prières et les formes traditionnelles transmises depuis l'époque de Dalmatia. Adam s'efforça aussi de substituer des offrandes de fruits de la terre au sacrifice de sang dans les cérémonies religieuses, mais ne fit guère de progrès dans ce sens avant la dislocation du jardin. Adam tenta d'expliquer aux races l'égalité des sexes. La manière dont Ève travaillait aux côtés de son mari impressionna tous les habitants du jardin. Adam leur enseigna nettement que la femme apporte, au même titre que l'homme, les facteurs de vie qui s'unissent pour former un nouvel être. Auparavant les hommes avaient supposé que toute procréation résidait dans les reins du père. Ils avaient considéré la mère comme un simple instrument pour nourrir l'enfant à naître et allaiter le nouveau-né. Adam enseigna à ses contemporains tout ce qu'ils pouvaient comprendre, mais, comparativement parlant, ce n'était pas grand-chose. Néanmoins, les individus les plus intelligents des races de la Terre attendaient impatiemment le moment où ils auraient la permission de se marier avec les enfants supérieurs de la race violette. Quel monde différent Urantia serait devenu,
si ce grand plan pour élever les races avait été mis à exécution. Même à la manière dont les choses se sont passées, le faible apport de sang que les peuples évolutionnaires ont reçu incidemment de la race importée a procuré des gains prodigieux. C'est ainsi qu'Adam travailla pour le bien-être et l'élévation du monde de son séjour, mais c'était une tâche bien difficile que de conduire dans la meilleure voie ces peuples mêlés. La légende de la création. L'histoire de la création d'Urantia en 6 jours fut basée sur la tradition qu'Adam et Ève avaient passé précisément 6 jours à l'examen initial du jardin. Cette circonstance apporta une sanction presque sacrée à la période de temps de la semaine, qui avait originellement été introduite par les Dalmatiens. Le fait qu'Adam ait passé 6 jours à inspecter le jardin et à formuler des plans préliminaires d'organisation n'était pas préconçu, mais fut élaboré au jour le jour. Le choix du 7e pour le culte fut tout à fait fortuit et lié aux événements que nous venons de relater. La légende du monde créé en 6 jours fut une pensée venue après coup, en fait, plus de 1000 ans plus tard. Il est possible qu'un passage du récit, l'apparition soudaine du soleil et de la lune, proviennent des traditions selon lesquelles le monde avait jadis émergé soudain d'un nuage dense de poussière cosmique qui avait longtemps obscurci le soleil et la lune. L'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam est un résumé confus de l'arrivée d'Adam et de la chirurgie céleste concernant l'échange de substances vivantes, associées à la venue de l'état-major corporel du prince planétaire plus de 450 000 ans auparavant. La majorité des peuples du monde a été influencée par la tradition que des formes physiques furent créées pour Adam et Ève lors de leur arrivée sur Urantia. La croyance que l'homme a été créé avec de l'argile fut à peu près universelle dans l'hémisphère oriental. On retrouve cette tradition tout autour du monde depuis les Philippines jusqu'en Afrique. De nombreux groupes ethniques acceptèrent l'histoire de l'homme tiré de l'argile par une forme spéciale de création. Et cette absurdité continue de nos jours à polluer l'esprit d'une bonne partie des êtres humains. Alors qu'antérieurement ils croyaient à la création progressive, l'évolution. Dans ses premiers enseignements, Moïse évita fort sagement de remonter au-delà de l'époque d'Adam, et, puisque Moïse était l'instructeur suprême des Hébreux, les histoires d'Adam furent intimement reliées à celles de la création. Les traditions plus anciennes reconnaissaient une civilisation pré-adamique. Cela ressort clairement du fait que les éditeurs ultérieurs, qui avaient l'intention d'éliminer toute référence aux affaires humaines antérieures à Adam, négligèrent de faire disparaître la référence révélatrice de l'émigration de Caïn dans la terre de Nod, où il prit femme. Pendant longtemps après leur installation en Palestine, les Hébreux n'eurent pas de langage écrit d'emploi général. Ils apprirent l'usage de l'alphabet par leurs voisins les Philistins, qui étaient des réfugiés politiques de la civilisation supérieure de Crète. Les Hébreux écrivirent peu jusqu'à l'an 900 avant Jésus-Christ. Faute de langage écrit avant cette date tardive, différentes histoires de la création circulaient chez eux, mais, après la captivité de Babylone, ils eurent davantage tendance à accepter une version mésopotamienne modifiée. La tradition juive se cristallisa autour de Moïse et, parce qu'il s'était efforcé de faire remonter la généalogie d'Abraham jusqu'à Adam, les Juifs supposèrent qu'Adam était le premier homme de l'humanité. Yahvé était le créateur, et puis qu'Adam était censé être le premier homme, il fallait que Yahvé eût créé le monde juste avant de créer Adam. La tradition des 6 jours d'Adam fut alors imbriquée dans l'histoire. Avec pour résultat que, près de 1000 ans après le séjour de Moïse sur terre, la tradition de la création du monde en 6 jours fut écrite, et lui fut ultérieurement attribuée. Lorsque les prêtres juifs retournèrent à Jérusalem, ils avaient déjà achevé d'écrire leur récit du commencement des choses. Ils prétendirent bientôt que cette narration était une histoire de la création écrite par Moïse et récemment découverte. Par contre, les Hébreux contemporains d'environ 500 ans avant Jésus-Christ ne considéraient pas ces écrits comme des révélations divines, mais plutôt de la même manière que les peuples ultérieurs considèrent les écrits mythologiques. Ce document falsifié, censé représenter l'enseignement de Moïse, fut porté à l'attention de Ptolémée, le roi grec d'Égypte, qui le fit traduire en grec par une commission de 70 érudits pour sa nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Ce récit trouva ainsi sa place parmi les écrits qui firent ensuite partie des collections ultérieures d'écrits sacrés des religions hébraïques et chrétiennes. Par identification avec ces derniers systèmes théologiques, ces conceptions ont profondément influencé pendant très longtemps la philosophie de nombreux peuples occidentaux.
Les instructeurs chrétiens perpétuèrent la croyance que la race humaine avait été créée par un acte souverain. Tout ceci conduisit directement à former l'hypothèse qu'il y avait eu jadis un âge d'or de félicité utopique. Et à la théorie de la chute de l'homme ou du surhomme, qui expliquait la condition de la société qui n'avait rien d'utopique. Ces aperçus sur la vie et la place de l'homme dans l'univers étaient au moins décourageants puisqu'ils se basaient sur une croyance à la régression plutôt qu'à la progression. Et qu'ils impliquaient également une déité vengeresse, épanchant sa colère sur la race humaine comme sanction des erreurs de certains anciens administrateurs planétaires. L'âge d'or est un mythe, mais Éden était un fait, et la civilisation du jardin fut effectivement ruinée. Adam et Ève persévérèrent dans le jardin pendant 117 ans. Après quoi, par l'impatience d'Ève et les erreurs de jugement d'Adam, ils eurent la présomption de s'écarter de la voie ordonnée. Ce qui amena rapidement la catastrophe sur eux-mêmes et retarda d'une façon désastreuse le développement progressif de tout Urantia. Cette vidéo sous-entend la faute commise par Ève et ensuite par Adam, ce qui nous amène à traiter le sujet dans la prochaine vidéo sous le titre La faute d'Ève et d'Adam d'après le livre d'Urantia.